Aujourd'hui, on va parler du concept de nom, déjà parce que c'est une part importante du langage, et aussi parce que tout comme comprendre le fonctionnement des différentes langues, comprendre les différentes façons de nommer à travers l'histoire et le monde, ça permet d'avoir une vision plus large sur la pensée humaine. Vu que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi longues, l'organisation des informations que je donne, elle peut paraître un peu fouillie. Donc pour vous y retrouver, je vous ai mis un chapitrage dans la description. Tout d'abord, il faut comprendre de quoi on parle, donc je vais donner la définition Larousse toute simple du mot nom. Alors nom. Mot, ou groupe de mots servant à désigner et à nommer une catégorie d'êtres ou de choses, à la distinguer d'autres catégories, ou bien à désigner, à nommer un individu, un élément de cette catégorie, à le distinguer des autres. Jusque-là, c'est clair. Maintenant, on va définir un autre terme qui est l'onomastique. Alors, branche de la lexicologie, donc l'étude des mots, qui étudie l'origine des noms propres. On distingue l'anthroponymie, qui étudie les noms de personnes, et la toponymie, qui étudie les noms de lieux. Dans cette vidéo, on va juste s'intéresser à l'anthroponymie, c'est-à-dire les noms de personnes. Les plus anciens noms qui nous soient parvenus, on les a avec l'invention de l'écriture. C'est logique. Et le plus ancien qu'on ait, c'est Kushim. C'est sûrement le nom d'un comptable et il avait signé un document administratif sur une tablette d'argile sumérienne. Même s'il y a encore débat quant à est-ce que c'était un nom propre ou bien un titre personnel. Peu après, sur des tablettes datant d'environ moins 3100, on a l'indication de 2 esclaves détenus par un certain Galsal, Enpap et Soukalgir. Donc dans les noms les plus anciens qu'on ait, on a un comptable, un propriétaire d'esclaves et 2 esclaves. Ça en dit beaucoup sur la société. Une des méthodes les plus courantes de nommage, si ce n'est la méthode par défaut, c'est de donner un prénom à l'enfant à sa naissance ou bien peu après. Le prénom, il peut avoir une symbolique religieuse ou renvoyer à quelqu'un de la famille, ou bien il peut juste sonner bien. D'ailleurs, selon les cultures, on peut avoir un ou plusieurs prénoms. Le nom de famille, comme son nom l'indique, c'est un héritage familial. Il est transmis de génération en génération et il permet d'identifier la lignée d'une personne. Le nom de famille peut avoir des origines diverses, ça peut être le prénom d'un ancêtre, un lieu géographique ou bien une caractéristique physique, etc. etc. A noter qu'en Asie de l'Est, on place le nom de famille avant le prénom, ce qui fait que par exemple au Japon, on ne dit pas Akira Toriyama, mais Toriyama Akira. De même en Chine, Xi Jinping, son nom de famille c'est Xi, et Mao Zedong, son nom de famille c'est Mao. Il y en a qui disent que ça vient des valeurs confucéennes, qui mettent un accent sur la hiérarchie et la famille, on place sa famille avant soi-même. Mais bon, en général, quand une explication elle sonne un peu orientaliste comme ça, il faut se méfier. D'ailleurs, en vrai, ce truc de mettre le nom de famille avant le prénom, ça existait déjà bien avant Confucius. Cette inversion, qui n'en est pas une, parce que peut-être que c'est eux qui ont raison, elle se fait aussi dans le sud de l'Inde et plus près de chez nous, en Hongrie. En Hongrie, on ne dit pas Franz Liszt, on dit Liszt Ferenc. Dans certaines cultures, on fonctionne sur un système patronymique pur, c'est-à-dire que le nom de famille va juste indiquer le prénom du père, c'est-à-dire le patronyme. C'est le cas en Islande. Par exemple, la première ministre s'appelle Kristrún Frostadóttir. C'est pas un nom de famille, ça veut juste littéralement dire la fille de Frosti, parce que son père s'appelle Frosti Johansson. Johansson qui veut dire le fils de Johan, donc le grand-père s'appelle Johan, etc., etc. C'est le cas aussi dans les noms traditionnels arabes, où on a le ism, qui est le prénom personnel, qui est suivi du nasab, qui est une filiation patrilinéaire de prénoms, c'est-à-dire un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, etc., etc. Après le prénom d'un garçon, on met ibn, pour dire le fils de, et après le prénom d'une fille, on met bint, pour dire la fille de. Par exemple, le roi de Jordanie s'appelle Abdullah, et donc si on prend son prénom suivi de son nasab, ça fait Abdullah ibn Hussein ibn Talal ibn Abdillah ibn Hussein ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdil Mu'ayn, etc., etc. On peut remonter très loin jusque-là. Mais bon, en général, les Arabes ont tendance à abréger le nasab au nom du père, et éventuellement aussi en rajoutant le nom du grand-père, ou le nom d'un ancêtre stylé. Par exemple, si un gars, son père s'appelle Hussein, et que son arrière-arrière-grand-père, qui est très connu pour avoir combattu contre l'envahisseur, s'appelle Ziyad, alors le gars va s'appeler Ibn Hussein ibn Ziyad. Le prénom et le nasab, il peut éventuellement être précédé de la kunya, qui est l'inverse du nasab puisque c'est le nom de l'enfant. Donc pour un homme, on dira Abu Blabla, le père de Blabla, et pour une femme, on dira Blabla, la mère de Blabla. En français, on appelle ça un technonyme, avec un K. Dans la kunya, ça peut être le nom de l'enfant, mais ça peut éventuellement être pour certaines personnes un surnom. Par exemple, Abu Huraira, ça veut dire le père des chatons. Mais ça existe aussi dans d'autres cultures, comme en Corée, où si par exemple la fille de ta bonne copine, elle s'appelle Soyun, tu peux l'appeler Soyun Yomma. Ça veut dire littéralement la mère de Soyun. Mais certains parmi vous me diront sûrement, attends, il y a le patronyme, le technonyme, ok, mais moi je suis arabe et j'ai un nom de famille, comment ça se fait? Eh bien, dans le cas spécifique de l'Afrique du Nord, l'administration coloniale de la Troisième République avait voulu recenser la population dite indigène. Et donc pour ce faire, quand ils ont fait les registres, ils ont noté les noms à la manière traditionnelle française, c'est-à-dire avec un prénom et un nom de famille. Et donc pour chaque personne, ils ont choisi un seul type de nom parmi tous les types de noms de famille qui peut exister dans la culture arabe.
Pour certains, on a pris le nasab, donc le patronyme, c'est les noms qui en général commencent par Ben ou Bel, ou parfois c'est juste un prénom simple. Pour d'autres personnes, on a pris la kunya, donc le technonyme, c'est les noms qui commencent souvent par Bou. Et pour certains, on a pris les deux autres types de noms arabes dont j'ai pas encore parlé. On a la nisba, qui indique le lieu d'origine ou l'affiliation à une tribu. Par exemple, Sahraoui, c'est celui qui vient du Sahara, du désert, et Sanhaji, c'est celui qui vient de groupe de tribus des Sanhaja. Et on a aussi le laqab, qui est le surnom, et c'est souvent des noms de métiers comme Najjar, le charpentier, ou Fellah, l'agriculteur. Maintenant, quant aux nations qui utilisent des matronymes pour se nommer, c'est-à-dire le prénom de la mère, c'est très très rare, mais ça existe quand même dans des petites communautés en Inde et en Indonésie. Toutefois, il y a quand même un système de matrilinéarité qui existe dans les cultures ibériques, c'est-à-dire en Espagne, au Portugal et dans les anciennes colonies d'Amérique centrale et du Sud. Chez les Espagnols et les Portugais, on combine le nom de famille du père avec le nom de famille de la mère. À noter d'ailleurs que chez les Portugais, on met celui de la mère avant celui du père. Mais du coup, la question se pose. Si t'es portugais, logiquement tes deux parents aussi sont portugais, donc ils ont aussi deux noms de famille. Donc du coup, on choisit lequel des deux? Eh bien, la réponse est simple, on prend le nom qui se transmet de père en fils. Donc pour simplifier, on va prendre le nom des deux grands-pères en gros. Par exemple, le nom complet de ce bonhomme, c'est Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Dos Santos Aveiro, c'est son nom de famille. Dos Santos, c'est le nom de sa mère, donc le nom de son grand-père maternel, et Aveiro, c'est le nom de son père, donc le nom de son grand-père paternel. D'ailleurs, en Espagne et au Portugal, la coutume veut que la femme garde son nom de famille quand elle se marie, et c'est aussi le cas en Amérique hispanophone. C'est aussi le cas dans d'autres pays d'Europe, comme par exemple en Italie et en Grèce, mais c'est plus dû à des réformes récentes, alors qu'en Espagne et au Portugal, c'est des pratiques très anciennes. On pourrait se dire qu'il y a un lien avec le fait que dans les pays musulmans aussi, la femme garde son nom de famille après le mariage pour des raisons religieuses, vu que l'Espagne a pendant longtemps été musulmane. Mais en vrai, c'est sans doute une coïncidence parce que c'est une coutume qui était déjà pratiquée par les royaumes du Nord qui, eux, étaient chrétiens. Cette coutume pour la femme de garder son nom de famille après le mariage, ça existe aussi dans les pays chrétiens du Caucase, et aussi en Chine et dans les pays influencés historiquement par la Chine. Sauf le Japon. D'ailleurs, petite parenthèse, des fois en Chine et à Taïwan, vous allez voir deux personnes qui sont frères, 100% frères, mais qui n'ont pas le même nom de famille. Il y en a un qui a le nom de famille du père et l'autre qui a le nom de famille de la mère. Ça se fait parfois dans la situation où la mère elle est enfant unique ou alors elle a que des sœurs, comme ça pour faire plaisir au papy, on garde le nom de famille, sa lignée se transmet. C'est pas une tradition très répandue et ça a l'air d'être plutôt récent, mais j'ai pas vu d'article qui en parle sur internet. Et je sais pas si ça existe aussi chez les Viet et chez les Coréens, donc je lance une bouteille à la mer à la communauté asiate francophone. Vous connaissez ce truc ? Avec les noms de famille, prénoms, patronymes, etc., on a aussi les surnoms, qui est une forme informelle de nommage. Ça peut dériver d'un nom qu'on a, ou parfois dériver de rien du tout. Genre ça peut être un diminutif, comme Alexandre qui devient Alex, ou parfois ça peut juste être un truc rigolo comme bouteille. On a tous vu ces vidéos sur internet de Thaïlandais où on leur demande c'est quoi leur surnom et c'est toujours des trucs un peu farfelus. Alors faut savoir qu'en plus du vrai nom en Thaïlande, ce qu'on appelle le Chuting, il y a aussi le surnom, le Chulen, qui est quasi systématique. C'est souvent dû au fait que les Thaïlandais ont souvent des noms officiels à rallonge, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur ville. Par exemple, le vrai nom de Bangkok, c'est ça. Donc les Thaïlandais ont parfois des surnoms comme Poulet, Pepsi ou encore Pancake. Historiquement, dans l'Empire romain, les gens aussi avaient des surnoms, on appelait ça le cognomen, avec la particularité qu'ils pouvaient se transmettre de père en fils. Cicéron, par exemple, ça veut dire pois chiche, ça fait référence à une verrue qui avait un ancêtre sur son nez. Jules César, son vrai nom entier, c'est Gaius Iulius Caesar. Gaius, c'est son prénom, Iulius, c'est son nom de famille, et Caesar, c'est son cognomen, donc son surnom, qui lui a été transmis par son ancêtre. D'ailleurs, on ignore encore l'origine. Les surnoms, ça a d'ailleurs été la base de beaucoup de noms de famille, notamment en France. On a Leroux, le Petit, le Jeune, etc. Un surnom, ça peut booster l'estime de soi quand il est positif, et ça peut aussi la détruire s'il est négatif. Les surnoms, c'est très commun dans le monde du sport pour valoriser un joueur, par exemple Kobe Bryant, on l'appelait The Black Mamba. Ça se fait aussi beaucoup pour les personnages historiques, mais en général, c'est beaucoup moins positif. Par exemple, Napoléon, en Allemagne, il l'appelle Der kleine Franzose, ça veut dire le petit français. Il faut cependant pas confondre le surnom avec le pseudonyme. Encore ces sales bêtes! La différence, c'est qu'un surnom, c'est les autres qui le donnent à quelqu'un, et un pseudonyme, en général, on le choisit soi-même, souvent pour préserver l'anonymat. C'est beaucoup utilisé dans le milieu artistique, comme en littérature, par exemple, Voltaire, son vrai nom c'est François-Marie Arouet, ou encore dans la musique avec Caris, Booba, etc. Faut dire qu'il y en a très peu qui ont un nom assez stylé pour le mettre en pochette d'album. Parfois c'est aussi utilisé pour des raisons de racisme. Par exemple, à l'époque c'était pas forcément bien vu d'être arménien, donc Aznavour est devenu Aznavourian, et Ashod Malakian est devenu Henri Verneuil. C'était aussi le cas de beaucoup de juifs aux États-Unis, par exemple Kirk Douglas, son vrai nom c'est Isur Danielovitch, et Mel Brooks, son vrai nom, c'est Melvin Kaminsky.
Maintenant, on va faire un tour plus détaillé du côté de l'histoire des noms en Chine, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire dessus. Durant la dynastie des Zhou, au premier millénaire avant notre ère, les membres de la noblesse pouvaient avoir jusqu'à 4 types de noms différents. On a le Ming, c'est le nom personnel, le prénom en gros. Le Xing, c'est le nom de tribu. Le Shi, c'est le nom de lignée. Et le Zi, c'est le nom de courtoisie. En plus de tous les titres honorifiques liés à la fonction, les noms posthumes, etc. Le Xing, le nom de tribu, ça représentait le nom d'un ancêtre large. Et à l'époque, bien avant les Zhou, c'était transmis uniquement par les femmes. Le Shi, le nom de lignée, ça représente une branche ou un clan au sein d'une tribu plus large, et ça représente souvent le lieu ou la fonction d'un ancêtre. Par exemple, le nom de tribu des membres de la dynastie Zhou, c'était Ji. Et parmi les noms de lignée qui sont issus de la tribu Ji, on trouve les Kong. D'ailleurs, c'est notamment le nom de famille de Kongzi, Confucius. Attention, ça veut pas dire que tous les Kong descendent des Ji, parce que parfois on peut trouver un même nom de lignée qui est issu de 2 tribus différentes, par homonymie. J'insiste peut-être sur une évidence, mais pour donner un équivalent français, la dynastie des Bourbons, c'est une branche de la dynastie des Capétiens. Mais si ton nom de famille c'est Bourbon, ça veut pas forcément dire que tu fais partie de cette même famille Bourbon qui descend des Capets. Toutefois, à la fin des Zhou, la différence entre nom de lignée et nom de tribu est plus tout à fait claire, alors on a fusionné les deux concepts en un seul, le Xingshi, le nom de famille quoi. Maintenant, la différence entre le nom personnel, le Ming, et le nom de courtoisie, le Zi. Le nom personnel, le Ming, on te le donnait à la naissance et c'est uniquement les personnes très proches du cercle familial qui peuvent l'utiliser avec toi. Une fois majeur, on recevait un Zi, un nom de courtoisie, qui était utilisé dans les situations officielles et qui était considéré comme plus poli. Et donc c'était considéré comme une insulte, comme très mal poli, qu'on t'appelle par ton Ming, ton nom personnel, alors que t'as un nom de courtoisie. À l'inverse du nom de famille qui était composé la plupart du temps d'un seul caractère, le prénom de courtoisie était en général composé de 2 caractères. Aujourd'hui, tout comme pour le nom de lignée et nom de tribu, il n'y a plus vraiment de différence entre un prénom et un prénom de courtoisie. Maintenant, il y a juste le prénom, on a fusionné les 2 concepts en un seul, le Mingzi. À noter que dans les archives anciennes, les femmes sont souvent uniquement nommées par leur nom de famille. Et fait surprenant, c'est aussi quelque chose qui se faisait dans la Rome antique. Par exemple, si ton nom de famille c'était Iulius, comme Jules César, toutes tes filles s'appelaient Iulia, et le seul moyen de les différencier, c'était par des noms style prima, secunda, tertia, la première, la seconde, la troisième en gros, ou alors mayor, l'aîné, minor, la cadette. Aujourd'hui, la structure standard d'un nom en Chine, c'est 3 caractères. 1 pour le nom de famille, 2 pour le prénom. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, nom de famille Mao, prénom Zedong, ou encore nom de famille Xi, prénom Jinping. Cette structure de nom, elle existe aussi en Corée et au Vietnam où la plupart des noms sont d'origine chinoise, mais prononcés de manière locale. C'est beaucoup moins le cas au Japon où t'as beaucoup de gens quand même qui ont des noms et des prénoms qui sont d'origine purement japonaise. Par exemple, Akira Toriyama, même si ça s'écrit avec des caractères chinois, c'est un nom purement japonais. D'ailleurs, une tradition qui se fait chez les Coréens, les Vietnamiens et les Chinois, même si ça se fait beaucoup moins aujourd'hui, c'est les noms générationnels. Vu que les prénoms sont souvent composés de 2 caractères, alors tous les membres d'une fratrie, voire tous les membres d'une génération, donc ça peut s'étendre aux cousins germains, vont avoir le même prénom sur le premier caractère. C'est le cas par exemple en France, chez les frères du Rire Jaune, leur nom chinois c'est Chen Kewei et Chen Keliang. Leurs 2 prénoms vont partager le caractère Ke, la science. C'était aussi le cas pour Mao Zedong, où tous ses frères, leurs prénoms commençaient par Ze. Parfois ça peut juste être un caractère que les parents apprécient, ou parfois pour les familles très motivées, ça peut être le morceau d'un poème, et tu peux recomposer le poème en prenant le prénom de chaque génération. Maintenant, il faut répondre à une question. Pourquoi tous les Vietnamiens que tu connais s'appellent soit Tran, soit Nguyen? Déjà, faut savoir qu'au Vietnam, il n'y a pas vraiment beaucoup de noms de famille. Si tu prends les 15 noms de famille les plus communs, t'as 90% de la population, et les Nguyen et les Tran, ils composent quasiment la moitié. Alors pourquoi il y en a autant? Eh bien, c'est surtout pour des raisons historiques. Au XIIIe siècle, la dynastie Tran renverse la dynastie Li, et les Tran vont imposer que tous les descendants des Li et leurs partisans changent de nom pour Nguyen pour que la mémoire de la famille soit perdue. À ce moment-là, faut savoir que Nguyen c'était vu comme un nom très neutre. Plus tard aussi, au XIVe siècle, quand la dynastie Tran va tomber, il y a pas mal de Tran aussi qui vont changer de nom pour Nguyen afin de masquer les traces et d'avoir moins de persécutions. Ou la même chose encore au XVIe siècle avec la dynastie Mac. Donc Nguyen à l'époque c'est vraiment le Dupont du Vietnam. Quand tu sais pas quoi prendre pour changer d'identité, tu prends Nguyen. Et comme si ça suffisait pas, devinez c'est quoi le nom de la dernière dynastie du Vietnam? Nguyen. Et du coup encore plus de gens vont adopter ce nom-là pour obtenir des faveurs de la famille impériale ou obtenir des bons postes. Encore plus tard, quand la France a colonisé le Vietnam, ils ont imposé que tout le monde enregistre son nom à l'état civil. Et donc les pauvres qui n'avaient pas de nom de famille, souvent par défaut, ils ont pris Nguyen. Et ça fait que les Nguyen aujourd'hui c'est 30% de la population du Vietnam. Et encore ça c'est aujourd'hui, parce que dans les années 2000 c'était 40%.
À titre de comparaison, le nom de famille le plus porté en France, c'est Martin, et c'est porté par seulement 0,36% de la population. C'est dingue. Les Tran, eux, ils sont 10% de la population du Vietnam. Mais si la dynastie Tran est tombée, comment ça se fait qu'aujourd'hui il y en a autant? Eh bien parce que même si beaucoup ont changé leur nom pour Nguyen, il y en a beaucoup qui ont conservé le nom Tran. Déjà parce qu'ils n'étaient pas obligés de changer, et aussi parce que les Tran c'était quand même la dynastie qui a repoussé les invasions mongoles, donc ils étaient très fiers de leur nom de famille. Donc vu que le nom était considéré comme stylé et beaucoup de ceux qui s'appelaient déjà Tran l'ont conservé, et beaucoup l'ont adopté pour avoir encore plus de style. Maintenant on va faire un tour du côté de la Russie. Le premier type de nom de famille qui est apparu, c'est les patronymes au Xe siècle, donc le prénom du père je rappelle. On le forme en mettant Ovitch après le prénom du père si on est un garçon, et Ovna si on est une fille. Par exemple, si ton père s'appelle Alexandre et que t'es un garçon, alors ton patronyme c'est Alexandrovitch, et si t'es une fille, alors c'est Alexandrevna. Ensuite, il y a les noms de famille proprement dits qui apparaissent au XIIIe siècle, mais c'est surtout au sein de la noblesse. C'est souvent dérivé de noms de lieux, de professions ou de caractéristiques physiques, bref, un grand classique, et le tout suivi de off ou de in, ou parfois c'est juste un adjectif. Par exemple, on a Kuznetsov qui vient de Kuznets, le forgeron, Poutine qui vient de Pouch, le chemin, et Tolstoï qui vient de l'adjectif Tolsty qui veut dire gros. D'ailleurs, en Russie, on décline aussi les noms de famille au féminin, donc on a respectivement Kuznetsova, Poutina et Tolstaya. A noter que, étant donné qu'en Russie il y a beaucoup d'ethnies, il y a aussi des noms de famille d'origines diverses, et le tout en mettant off ou in à la fin toujours. Par exemple, on a Magomedov, du prénom arabe Mohammed, ou encore Turgenev, du mongol Turgen, qui veut dire rapide. Et donc encore aujourd'hui en Russie, le patronyme c'est encore d'usage avec le nom de famille. Il est inscrit sur le passeport, etc. Mais qui plus est, dans certaines situations, le patronyme est plus important que le nom de famille. Par exemple, à l'école, on n'appelle jamais un professeur monsieur ou madame ou par son nom de famille. On l'appelle par son prénom suivi de son patronyme. Donc par exemple, si ton prof s'appelle Ivan et que son daron s'appelle Alexandre, tu dois toujours l'appeler Ivan Alexandrovitch. Parlons un peu des mononymes. Un mononyme, c'est quoi? C'est un nom unique par lequel une personne est connue. C'est le cas de beaucoup de personnages historiques, comme Platon, Hannibal, Michel-Ange, Donatello, Raphaël et autres tortues ninja. Mais dans le cas des célébrités, c'est pas nécessairement leur seul nom, c'est juste le nom par lequel ils sont connus. En revanche, dans certaines parties du monde, il n'y a pas de nom de famille, il y a juste un mononyme, un prénom. C'est le cas par exemple à Java, en Indonésie, mais aussi au Tibet et en Birmanie. C'est le cas aussi au Japon pour une catégorie très restreinte de population, c'est-à-dire les empereurs et la famille royale. L'empereur actuel, il s'appelle Naruhito. Il n'a pas de nom de famille, c'est juste son nom. Cependant, les Japonais n'appellent quasiment jamais les empereurs ou les princes par leur nom, ils les appellent par leur titre. Donc par exemple, l'empereur actuel, ils vont l'appeler Tenno Heika. L'ancien empereur Akihito, qui est encore vivant et qui a abdiqué, ils vont l'appeler Jōko-sama, qui veut dire littéralement l'empereur retiré. Et le prince héritier actuel, Fumihito, ils vont l'appeler par son titre, Akishino no Miya-sama, le prince d'Akishino. Quant aux empereurs qui sont décédés, on les appelle par un nom posthume, et c'est souvent des noms qui sont issus de la littérature antique chinoise ou japonaise. Par exemple, au Japon, personne n'appelle jamais Hirohito Hirohito. Tout le monde dit Showa Tenno, l'empereur Showa. C'est un mot sino-japonais, aucun rapport avec... aucun rapport quoi. Depuis la restauration Meiji en 1868, le nom posthume de l'empereur correspond toujours au nom de l'ère de règne qui lui a attribué. Ainsi, au Japon, Showa c'est le nom par lequel on appelle Hirohito, mais c'est aussi le nom par lequel on appelle la période où il a régné, qui va de 1926 à 1989. Donc c'est pas du tout rare au Japon d'entendre parfois des vieux dire des phrases du style « Ah, c'était quand même mieux sous l'ère Showa ». On va terminer sur le cas unique du Ghana, même si c'est un phénomène qui existe aussi dans les pays voisins comme le Togo ou le Bénin. Au Ghana, le prénom qu'on donne à l'enfant correspond au jour de la semaine auquel il est né. Et alors du coup, on pourrait se dire, il n'y a que 7 prénoms au Ghana? Déjà, faut savoir qu'il y a beaucoup d'ethnies au Ghana. Il y a les Akan, les Dagbamba, les Ewe, les Nzema, etc. Chacun parle des langues très différentes et c'est l'anglais qui est utilisé pour communiquer entre eux. Et quand je dis que c'est des langues très différentes, c'est très différentes. C'est au même degré de différence qu'il y a entre le français et le japonais. Du coup, ça fait que le prénom change en fonction de la langue ou du dialecte, mais ça change aussi en fonction du sexe. On donne pas le même prénom aux filles et aux garçons, même s'ils sont de la même ethnie et nés le même jour. Par exemple, chez les Akan, pour un enfant né le dimanche, on va donner Kwasi pour un garçon et Akosua pour une fille. Mais bien sûr, pour s'y retrouver, en plus de ce prénom-là et du nom de famille, souvent les Ghanéens ont un second prénom. Ça peut être un prénom local, ou bien un prénom qui indique l'ordre de naissance, ou bien un prénom religieux, donc ça peut être un prénom occidental ou arabe. Par exemple, le premier président du Ghana s'appelait Francis Kwame Nkrumah. Francis, vous connaissez déjà, et Kwame, ça vient du mot pour dire samedi. Et il était né le 21 septembre 1909, et ce jour-là était effectivement un mardi. Par exemple, Kofi Atta Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, son second prénom c'est Atta, qui veut dire jumeau parce qu'il avait une sœur jumelle.
Et Kofi, ça vient du mot pour dire vendredi, et il était né le 8 avril 1938, et ce jour-là était effectivement un vendredi. Oui. J'ai plus grand chose d'intéressant à dire, donc à que salut.